Bonjour et merci de votre fidélité. Tout juste 13h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a présidé hier au Palais Royal à Casablanca la 3e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Causerie animée par Mustafa El-Bahyaoui, professeur de chaire d'exégèse, sous le thème la proposition de la responsabilité entre le pacte de la nature originelle et la plénitude de la législation. L'Union européenne réaffirme l'impact socio-économique positif de l'accord agricole avec le Maroc et le plein bénéfice de la population des provinces du Sud du Royaume des dispositions de cet accord. Le rapport intervient au lendemain du revers infligé par l'avocate générale près la Cour de justice de l'Union européenne qui a coûté au Polisario toute représentativité. Le mois sacré de Ramadan est un moment propice pour la méditation et pour toute autre forme d'introspection, un moment idéal pour évaluer ses connaissances actuelles en matière de spiritualité. Une rencontre en ce sens a été organisée à Casablanca cette semaine, animée par Touria Iqbal, universitaire, professeure, traductrice et chercheuse. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a présidé hier au Palais Royal à Casablanca la 3e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan 1445 de l'Hégire. Causerie animée par M. Mustafa El-Bahyaoui, professeur de chaire d'exégèse Tafsir, sous le thème la proposition de la responsabilité entre le pacte de la nature originelle et la plénitude de la législation. Souad Nachad. Le conférencier a axé la causerie sur les significations du verset de la responsabilité Al-Aman. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Pour le conférencier, le verset renseigne sur des vérités liées aux origines lointaines de la religion et son unicité pour attirer l'attention sur 2 traits distinctifs de l'homme et qui l'ont empêché d'assumer cette responsabilité, à savoir son injustice innée et sa profonde ignorance. Le professeur El-Bahyaoui a relevé que le message déduit d'une réflexion profonde au sujet de ce verset et que la responsabilité était placée au cœur des gens au même titre que la foi, précisant qu'il s'agit d'une propension innée chez l'homme en vertu de laquelle il a été un pratiquant par nature. L'homme penche par nature vers l'unicité plutôt que vers la multiplicité, vers le juste au lieu de l'injuste, vers la rectitude au lieu de l'extrémisme et la déviation, et vers l'ordre, refusant l'anarchie et la futilité. Cette causerie, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a été salué par de nombreux dignitaires religieux. Par la suite, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté à Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin un support électronique comprenant une lecture collective du Saint-Coran, 60 hizb, en audio et vidéo, faite par les Morshidat de l'Institut Mohammed VI de formation des imams Morshidines et Morshidat. Et puis, comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Mariam El-Messi. Lundi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé la 2e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan 1445 de l'Hégire. Cette causerie a été animée par le vice-président de l'université islamique Darul Huda en Inde, Monsieur Bahauddin Mohamed Nadwi, sous le thème « L'importance de la prédication religieuse et la place des prédicateurs ». Amir al-Mouminin a été salué par plusieurs hautes personnalités qui ont assisté à cette seconde causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté au souverain
un facsimilé du manuscrit Dala'il al-Khayrat de Cheikh Mohammed Ben Slimane al-Jazouli sur une calligraphie de Mohammed Ben al-Qasim al-Qandoussi al-Fassi. Jeudi, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Mohammed V, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la disparition du père de la nation. Que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde, qui coïncide avec le 10e jour du mois sacré du Ramadan. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de solidarité au président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, suite à l'agression terroriste ignoble qui a ciblé un centre de fête à Moscou, faisant plusieurs victimes et blessés. Le souverain exprime la ferme condamnation du Royaume du Maroc de cet acte criminel lâche, ainsi que sa compassion et sa solidarité avec la Russie amie. Sa Majesté le roi exprime aux familles déplorées et au peuple russe ses sincères condoléances et ses vifs sentiments de compassion suite à cet incident tragique. Et justement, deuil national aujourd'hui en Russie après le massacre dans une salle de concert à Moscou. Nous le disions, c'était vendredi soir et dont le bilan s'élève aujourd'hui à 133 morts. L'attaque aurait fait également une centaine de blessés. Dénonçant un acte terroriste barbare, Vladimir Poutine, dans une allocution télévisée hier, promis de châtier les coupables. Le président russe a annoncé que les 4 auteurs de l'attentat avaient été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine, sans mentionner la revendication par Daesh. Selon les autorités russes, les auteurs présumés de l'attentat ont été capturés dans la région de Bryansk, frontière de l'Ukraine et du Bélarus. Cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années et la plus sanglante à avoir été revendiquée par Daesh en Europe. On passe à un autre sujet. L'Union européenne réaffirme l'impact socio-économique positif de l'accord agricole avec le Maroc et le plein bénéfice de la population des provinces du sud du Royaume des dispositions de cet accord. Le rapport déconstruit pour la 5e fois consécutive la propagande nourrie par l'Algérie et les séparatistes pour tenter de remettre en question la légalité des accords entre le Maroc et l'Union européenne. Les développements avec Marie Melbessi. Rabat et Bruxelles, 2 alliés stratégiques liés par un partenariat d'exception. Entré en vigueur en 2019, l'accord agricole Maroc-Union européenne a donné un nouveau tempo à des relations bilatérales projetées vers l'avenir. Un front uni que consacre l'Union européenne dans son rapport de 2023. Une illustration, on ne peut plus claire, de la qualité d'un partenariat stratégique multiforme au fort impact socio-économique sur les régions du Sahara marocain. Le document vient appuyer la justesse de la cause nationale qui puise sa légitimité dans la légalité internationale, mais également à travers la légalité des accords entre le Maroc et l'Union européenne. Cela se vérifie par l'élan de croissance économique que connaissent nos provinces au sud, ainsi qu'à travers les exportations des produits agricoles, de la pêche, la création d'emplois et d'investissements. Méga projet d'infrastructure, lutte contre le stress hydrique, protection des droits de l'homme et soutien à la jeunesse. Le rapport étale sur une 30aine de pages les avancées considérables réalisées par le Maroc pour le développement socio-économique de ses provinces du Sud. Un revers cinglant pour les adversaires de l'intégrité territoriale du royaume. Ce rapport n'est que le reflet de la robustesse des relations maroco-européennes. Il injecte un sang neuf au train de développement en marche entre les deux parties. Le rapport vient par ailleurs déjouer les vaines tentatives des ennemis de notre intégrité territoriale de nuire à ce partenariat. Un rapport qui déconstruit de toute évidence les tentatives désespérées de remettre en question la légalité des accords entre le Maroc et l'Union européenne. Bruxelles acte de nouveau l'engagement des institutions européennes en faveur de la stabilité et du développement du partenariat économique global, stratégique et de longue date avec le Maroc.
Comme chaque dimanche sur le plateau, nous recevons M. Mustafa Sahimi, professeur de droit et politologue. Bonjour. Bonjour. Alors, nous venons de le suivre dans ce reportage. L'Union européenne réaffirme l'impact positif donc de l'accord agricole avec le Maroc et réaffirme la pertinence donc de l'accord entre Rabat et Bruxelles. Comment se présentent nos relations avec l'Union européenne? Il y a des accords pour un partenariat privilégié, stratégique, d'exception. Ça, c'est le socle. À côté de ça, il y a un certain nombre de procédures qui sont engagées aujourd'hui et qui font l'objet de divers recours. Lesquels? C'est en 2021, le 29 septembre 2021 plus exactement, que le tribunal européen, le tribunal de l'Union européenne, a annulé les décisions du Conseil, qui est la plus haute autorité exécutive de l'Union européenne, pour ce qui est de deux accords, l'accord sur l'agriculture et la pêche. Sur cette base-là, il y a eu un pourvoi devant la Cour. Fait par qui? Fait par la Commission européenne et par le Conseil européen, qui est le Conseil qui réunit donc les responsables politiques, les premiers ministres, etc. Cette procédure se poursuit. Elle a donné lieu aujourd'hui, le 21 mars plus exactement, un avis donné par l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, la Croate Tamara Kapeta, qui, après donc plus de 2 ans et demi, donc a fait ses conclusions. Qu'est-ce qu'elle dit dans ses conclusions? Ses conclusions qu'il y a validité de l'accord agricole, mais elle ne valide pas l'accord de pêche. Voilà ce que... Alors, il faut expliquer que dans cette procédure-là, le Maroc, en tant qu'État, n'est pas partie prenante. Pourquoi? Parce que c'est une affaire européenne entre des juridictions européennes et des partenaires officiels, institutionnels, en l'occurrence les partis qui ont fait les procédures, la Commission et le Conseil. En revanche, le Maroc est présent sur la base de la participation d'une partie professionnelle, la COMADER, la Confédération marocaine donc pour l'agriculture et le développement rural, qui légitimement voit un certain nombre de problèmes faisant grief à ses coopérateurs et qui est partie prenante d'ailleurs sur ce plan-là. Donc nous en sommes là. Il y a aussi un autre problème qui est posé, c'est le problème de l'étiquetage des productions agricoles venant des provinces sahariennes, qui a été soulevé par qui? Par l'eurodéputé que l'on connaît, José Bové, qui a demandé qu'il y ait une identification. Or, ça, c'est pas recevable. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va mettre étiqueté des provinces, est-ce que c'est fait dans les autres régions, etc. Ça, évidemment, c'est de l'agitation. Alors, nous en sommes là aujourd'hui. La décision définitive, c'est-à-dire l'arrêt de la Cour de justice va être rendu au mois de juin, dans 3 mois. Sur la base de quoi? Sur la base des conclusions donc des avocats de la défense, commission et conseil, et sur la base de la consultation de l'avis donné par l'avocat général. Je puis vous dire que le Maroc attend ça avec sérénité. Pourquoi? Je le répète, c'est une affaire euro-européenne et c'est à l'Union européenne à prendre ses responsabilités pour savoir quel type de partenariat elle veut avec le Maroc. Autre sujet d'actualité, Mustafa Sahimi, on va parler retraite. Le gouvernement semble déterminé à accélérer le processus de la réforme des retraites. Le chantier a fait l'objet d'une réunion mardi, donc une réunion de travail au cours de laquelle la ministre de l'Économie et des Finances a présenté les scénarios possibles pour la réforme. Mais plusieurs points donc de divergence avec surtout les syndicats doivent d'abord être réglés. Il s'agit notamment de la question de l'âge, du départ de l'âge à la retraite, on parle de 65 ans, tout en actant une hausse des cotisations pour tout le monde et un gel des revalorisations des pensions. Alors une proposition qui peine toujours à gagner, il faut le dire, l'adhésion des syndicats, Mustafa Sahimi. Il y a du retard d'abord dans le traitement de ce dossier. C'est un dossier qui est en instance depuis plus d'une décennie. Le chef de gouvernement y a fait référence en octobre dernier, 2021, dans la présentation de son programme au Parlement.
100 jours après, en fin janvier 2022, qu'est-ce qu'il dit, le chef du gouvernement? Il dit que s'il n'y a pas de réforme, il y aura un effondrement de notre système de retraite. Il faisait référence à la CMR. Janvier 2022. Qu'est-ce qui a été fait en janvier 2022 et 2024? Pas grand-chose. Il y a eu le dialogue social, il y a eu l'application partielle des accords de la réforme de 2016. D'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'était partiel. Et nous sommes devant une situation qui est tout à fait difficile. Pourquoi? La Banque centrale du Maroc et d'autres organismes disent que chaque année de retard dans la réforme des caisses de retraite coûte, vous savez combien? 20 milliards de dirhams. Donc c'est une situation qui n'est pas tenable. Alors sur quoi ça porte? Ça porte essentiellement, au-delà des revendications catégorielles, sur une réflexion globale de la réforme des caisses de retraite. Il y a 4 caisses de retraite, vous le savez. CMR, la CMR. Oui, voilà, vous le savez. Il faut réfléchir pour assurer la pérennité du financement de ces caisses de retraite. Je vais vous donner un exemple. La CMR a un déficit de 8 milliards de dirhams et l'épuisement des ressources, c'est pour 2028. La CNSS, elle a un déficit de 400 millions de dirhams, mais elle a des réserves importantes qui sont 61 millions de dirhams. Mais pour autant, pour 2038, il y aura donc déficit. Le régime collectif le RCAR, qui est géré par la CDG, il a des réserves, mais 2052. Vous savez, quand il s'agit de retraite, il faut voir loin, il faut projeter loin. Alors, quels sont les scénarios possibles? Scénarios possibles, il y en a plusieurs, et je note qu'en mars 2024, le gouvernement n'a pas encore arrêté ses positions, ce qui est quand même problématique. D'abord, la stratégie, c'est une approche systémique, l'unification des pôles, un pôle public, un pôle privé. Oui. Ensuite, la mise à niveau financière des caisses. Ça pose le problème que vous avez évoqué, c'est quoi? C'est l'âge de la retraite, c'est le taux de cotisation et le calcul de la pension. Mostafa Sahimi, merci de nous avoir éclairé sur les 2 sujets d'actualité de la semaine. Je rappelle, vous êtes bien sûr politologue et professeur de droit. Merci. Merci à vous. Interception à 260 km au sud-ouest de la ville de Dakhla d'une pirogue avec à son bord 165 candidats à la migration irrégulière, dont 4 cadavres. La pirogue a été interceptée par un patrouilleur de haute mer de la Marine royale. D'origine subsaharienne, les candidats avaient pris la mer le 6 mars et comptaient se rendre aux îles Canaries. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les personnes secourues ont reçu à bord les soins nécessaires avant d'être ramenées au port de Dakhla et confié à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Les dépouilles mortelles ont été transférées à la morgue de l'hôpital Hassan II de Dakhla. À présent, on va parler météo et les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour demain. Des averses orageuses sur les régions nord et centre, le Rif, l'Atlas et le nord de l'oriental, pluie éparse sur le sud de l'oriental et le nord des provinces du sud. Un temps à passagèrement nuageux sur le reste du pays, des flocons de neige sur les sommets de l'Atlas, des rafales de vent assez fortes par endroits sur l'Atlas, le centre, le sud, le sud-est, l'oriental, la région de Tanger et la Méditerranée. Et pour ce qui est des températures du jour, en baisse sur le nord, le centre et l'est du pays. Le mois sacré de Ramadan est un moment propice pour la méditation et pour toute autre forme d'introspection, qu'elle soit individuelle ou collective. Un moment idéal pour évaluer ses connaissances actuelles en matière de spiritualité. Une rencontre en ce sens a été organisée à Casablanca cette semaine, animée par Touria Iqbal, universitaire, poétesse, traductrice et chercheuse. Elle a permis d'aborder avec clarté la dimension du féminin dans la tradition soufie. Reda Fija, Mohamed Chikir, Dominique Orlando. Tout comme certains auteurs à succès, Madame Touria Iqbal est accompagnée lors de ses conférences par un nombre d'admirateurs et d'admiratrices qui voient en elle l'incarnation de la sagesse et en sa méthodologie un moyen pour parvenir à y accéder soi-même.
C'est vrai qu'avec la dame qui vient de passer, on la suit depuis 2 ans maintenant. Et on a évolué quelque chose de grave avec elle. Et elle nous inspire parce que la spiritualité chez elle, elle n'est pas juste dans ce qu'elle dit, elle l'incarne. Et donc par mimétisme, on devient un peu plus sur le chemin. Ce chemin vers l'excellence et l'élévation, Madame Iqbal l'a emprunté il y a plus de 2 décennies, lorsque pour la toute première fois s'ouvrit-elle au monde soufi encore inconnu, littéralement, et depuis lors un vrai coup de cœur. Le soufisme, c'est ce qu'on appelle les 3 B, le bon, le beau et le bien. Et c'est vraiment ce qu'on appelle le maqam d'ihsan, parce que le ihsan en arabe, ça se traduit en général par charité, mais en fait, c'est pas que la charité. Le ihsan, ça vient de la racine trilitère hasana, Hassan, qui est beau, et qui est bon, et qui est bien. Pour cette toute nouvelle conférence, c'est la dimension du féminin dans la tradition soufie qui a été retenue comme thématique, avec comme outil de référence les textes et poèmes des grands érudits soufis, et notamment de l'immense Ibn Arabi. La femme, dans toutes les traditions, et essentiellement dans la tradition musulmane, elle est le symbole de la miséricorde, elle est le symbole de l'accueil, le réceptacle à même de recevoir les secrets de Dieu. Et ce féminin existe aussi bien dans l'homme que dans la femme, parce que c'est un attribut finalement de l'humain en général. Et cet attribut, c'est celui qui est responsable de la transfiguration, la transformation, la mise en forme, la mise en vie. La théorie audacieuse qu'a développée Madame Iqbal lors de cette rencontre a consisté à suggérer aux femmes de ne pas s'épuiser à singer les hommes à force de vouloir leur ressembler, mais de prendre plutôt conscience du sacré qui est en elles, de ce féminin tout en miséricorde qu'il leur faut préserver, car nous dit-elle, il sera le gage d'un avenir bien meilleur. Voilà, c'est la fin de notre édition. Le retour de l'information, ce sera dans quelques instants. Le JT en espagnol avec Nedal Bouhmalam. Merci de nous avoir suivis. À demain.